Bonjour. Alors, comme prévu, nous sommes en live aujourd'hui sur les traumas, les phobies, les peurs, les tocs, les troubles, peu importe lesquels. Et je vais répondre à vos questions. Alors, je tiens à dire avant ce live, je ne suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas psychothérapeute. C'est vraiment un sujet qui est d'actualité et il faut en parler. Ouais. Bonjour Maria, oui ça va, merci. Alors, je vais répondre à vos questions déjà qui ont été posées là. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça de toute façon, pour échanger. Donc, j'ai eu une trentaine de questions environ. Après, sur les autres réseaux sociaux, oui, j'en ai eu quelques-unes. Mais qui répondent aux 3/4 du temps ce qui est déjà marqué ici. Voilà. Donc je vais commencer. Alors la première question c'était je suis hypocondriaque, comment m'en sortir? Alors déjà on va commencer par la définition de hypocondriaque pour ceux qui ne savent pas. Donc les personnes qui sont hypocondriaques, c'est celles qui pensent toujours qui est malade. Là, pour n'importe quoi, s'il voit un symptôme en lui, c'est direct qu'il est malade, il ne va pas se poser la question si c'est autre chose. En fait, c'est un petit peu de la... Comment on appelle ça? Enfin, un petit peu de paranoïa, en fait, sur la maladie. C'est toujours une peur de tomber malade. En fait, déjà, la première chose, quand on est hypocondriaque, c'est déjà identifier le trouble. Dès qu'on identifie ce trouble, on peut vraiment commencer à s'en sortir. Bonjour Camille, j'espère que vous allez bien. Déjà, quand on identifie le trouble, quand on sait ce qu'on a, déjà, c'est déjà un bel avancement. Après, la deuxième chose, c'est bien sûr, la première chose évidente, c'est de consulter. Déjà le médecin, et ensuite, là, c'est des troubles, comment dire, psy. Donc là, c'est plus un psychologue, un psychothérapeute. Non, je dirais pas psychiatre parce que ça me titille un peu. Ils sont toujours penchés sur les médicaments qui n'est pas forcément utile dans les troubles comme l'hypocondrie. Mais voilà, c'est déjà les premières choses, c'est d'abord de consulter, d'assumer aussi son trouble pour pouvoir après s'en sortir. C'est beaucoup de développement personnel. L'hypocondrie, c'est ne pas toujours paniquer au moindre trouble. C'est écouter son corps et ne pas écouter son mental. Et c'est compliqué, hein, je sais, c'est vraiment très compliqué de ne pas écouter son mental. C'est lui qui a toujours tendance à nous manipuler. Par contre, si on écoute profondément son corps, on arrive à passer au-dessus de ces troubles. Peu importe lesquels d'ailleurs. Alors, la deuxième question qui m'a été posée, c'était les hypersensibles sont-ils vulnérables à ce sujet? Alors, les hypersensibles, c'est ceux qui sont très sensibles à tout. Donc, sensibles autant émotionnellement, physiquement, non pas spécialement. C'est plus l'hypersensibilité au bruit, donc on écoute 2 fois plus, on sent les odeurs qui sont insupportables, les bruits qui sont insupportables, le goût qui est insupportable, la vue qui est insupportable, tout est insupportable, et l'environnement qui est très sensible. Des fois, c'est même les émotions des autres qu'on éponge et qu'on devient irritable à souhait. Ou carrément l'inverse, on pleure pour rien, ou on s'énerve pour rien. En fait, il y a différents degrés d'hypersensibilité et aussi de différents types d'hypersensibilité. Donc, oui, ils sont vulnérables. Pourquoi? Parce que comme ils ressentent 2 fois plus les choses, ça va être hyper compliqué à gérer
Alors là, je parle surtout, alors les traumas, oui, ça, les traumatismes dus à l'enfance, pas forcément que l'enfance, aussi ce que peut nous arriver au long de notre vie. Ça peut être adulte, vieux, ce que vous voulez, peu importe notre âge, on peut subir des traumas. Ça peut être des accidents, ça peut être la mort de quelqu'un qui nous a été très proche et qu'on a très mal vécu, ou les suicides, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être dans les traumas. Et certaines choses que je ne vais pas évoquer parce que bon, je risque de me mettre les foudres. Voilà. Enfin bon, vous savez ce que je veux dire. Alors il y a aussi les phobies où que les hypersensibles peuvent être assez contraints là-dessus, qui sont très vulnérables. Donc les phobies, c'est vraiment des choses qu'on a peur, mais des peurs inexpliquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir d'où vient cette phobie. La peur, elle, oui, on va savoir d'où elle vient, donc on pourra fortement la faire face. Par contre, les phobies, c'est toujours plus ou moins compliqué. En général, ça vient d'un trauma. Voilà. Pour faire face, c'est compliqué. Alors, les hypersensibles, oui, sont très très vulnérables. Et aussi aux troubles, comme au TOC aussi. Alors, les troubles, ça dépend lesquels, bien sûr. Il y a toutes sortes de troubles psychoaffectifs, psychotiques, les troubles alimentaires, les TOC, les troubles de la personnalité, les troubles dissociatifs de la personnalité. Il y a énormément de troubles. Et les hypersensibles, ils sont aussi vulnérables. Parce que s'ils n'arrivent pas à se faire diagnostiquer correctement, l'hypersensibilité prend le dessus. Et peut accentuer certains troubles, s'ils ne prêtent pas attention. Alors, la prochaine question. Une fois, j'ai fait peur à un voisin, du coup, il a la phobie de moi. Comment vaincre le trauma de la culpabilité? Ce n'est pas forcément un trauma, là. C'est surtout une peur d'assumer ses actes. Le trauma, lui, c'est plus quelque chose qui nous est enfoui et que le cerveau occulte. Deux choses différentes, hein, quand même. Là, on sait qu'on est coupable, mais on ne veut pas assumer les conséquences. Et il faut assumer ses actes. Là, c'est plus... comment vaincre le trauma, c'est pas un traumatisme, là. C'est plus de ne pas vouloir assumer ses paroles, ses actes, etc. Ça peut devenir un trauma, mais bon, je dirais plutôt que la base, c'est plus une peur de ses responsabilités. Alors, le stress est-il forcément mauvais? Alors, le stress, ça dépend quel stress. Il y a il y a ce que j'appelle un bon stress, ça veut dire qu'il va nous motiver, on va dire, nous challenger. Par exemple, quand on fait face à ses troubles ou à ses phobies, on aura un stress qui va nous mener, mais quand on a réussi à réaliser, on ressent un bien-être total. Par contre, le stress qui est en excès, là oui, c'est très mauvais et ça nous ronge de l'intérieur et nous fait des maladies, des troubles, etc., etc. C'est très, il y a du bon stress comme du mauvais stress. Le stress d'un examen, bon, ça va être minimum. Voilà, par exemple. Il suffit de bien gérer son stress pour pas qu'il soit en excès et devienne vraiment quelque chose d'horrible pour le corps. Alors, pourquoi ne pas consulter un médecin pour ces problèmes? Hein? Ah non, non. Ah non, non. Il faut consulter. En fait, il faut savoir où se diriger. Et qui est le plus apte à nous aider. Je ne suis pas pour la psychiatrie parce que je trouve que c'est abusé au niveau des médicaments, compagnie, qui sont
pas la solution du tout. Par contre, il existe des psychothérapies qui sont assez efficaces. Après, il y a l'hypnose pour certains troubles, les phobies, les traumas aussi. Mais c'est plus de la psychothérapie ou les psychologues. Les médecins généralistes ou psychiatres, ils auront toujours tendance à vous donner des médicaments qui vont plus vous bouffer de l'intérieur, vous rendre encore plus malade que de vous guérir totalement. Les médicaments, ils peuvent être efficaces dans une seule condition. C'est si vous êtes bien suivi à côté au niveau d'une thérapie pour vous en sortir. Sinon, les médicaments ne servent strictement à rien. Bien sûr, dans trauma, phobie, etc., je n'ai pas parlé non plus de la dépression, qui est un grand mot de notre société d'aujourd'hui, où il y a énormément de personnes qui tombent dans la dépression. Ne pas confondre avec la simple déprime. Être déprimé, c'est pour tout le monde. Hein. On arrive forcément un jour ou l'autre à être déprimé, à ne pas arriver à avancer, etc. Mais la déprime n'est pas un trouble psy. La dépression, oui, là, ça devient un cran dessus, ou que là, ça peut aller à la dérive avec beaucoup de tentatives de suicide, du suicide, voire même, ou des troubles alimentaires, ça peut déclencher des phobies, des angoisses sévères. Alors, ça, c'est la dépression. Et là, je voulais en parler aussi parce que c'est un grand mot et qu'il faut avoir beaucoup de prévention sur cette maladie. Parce que la dépression ramène beaucoup de maladies aussi à côté. Et on en parle très rarement. Et c'est dommage. Et il faut en parler. C'est très important d'en parler. Donc oui, il faut consulter, mais pas n'importe qui. Il faut faire attention avec qui on consulte et ne pas se faire berner par les médicaments. Enfin, au moins ne pas tomber dedans dans la mauvaise thérapie en tout cas. Quels sont les moyens pour guérir d'une phobie, d'un trauma, d'une peur, d'une attaque de panique, d'une dépression, les troubles? Alors, il y a beaucoup de moyens, mais déjà la base, c'est de s'analyser, de percevoir en nous ce qui ne va pas. Dès qu'on a trouvé la cause de ce qui ne va pas, par exemple par rapport à une phobie, moi j'ai des phobies, hein, j'en ai une particulière, enfin, je ne l'identifie pas en phobie, c'est carrément différent. Mais bon, je vais pas non plus me dire je suis comme ci, je suis comme ça, hein. Mais dire par exemple les phobies, par exemple la claustrophobie. Alors c'est la peur d'être enfermé dans des lieux clos. Et cette phobie-là, en général, ça part d'un traumatisme ultérieur. Par exemple, on s'était fait enfermer dans les toilettes ou les placards à balai. Ou dans un ascenseur qui est tombé en panne et on a provoqué cette phobie. Des fois, c'est une peur qu'on n'a pas voulu affronter et qui finit en phobie. Des fois, c'est la dépression qui tourne en phobie aussi. Des fois, c'est des troubles aussi qui finissent en phobie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent dériver en phobie. En fait, c'est qu'on n'a pas fait face à nos troubles ultérieurs, ni à nos traumatismes, ni à nos peurs qui finissent en phobie. Bon, après, pas toutes, bien sûr. J'englobe pas tout. Hein, voilà. Donc, déjà, admettre, trouver la cause, réfléchir. Pourquoi ? Dans quelle situation j'ai peur? Qu'est-ce qui a fait que j'ai ce trouble? Pourquoi? Dès qu'on sait et qu'on admet qu'on a quelque chose qui ne va pas, il faut consulter. Voilà. Les professionnels sont là pour ça. Il ne faut pas exclure
les professionnels de santé. Bien sûr, vous avez les médecins généralistes, les psychiatres, machin. Bon. Après, j'ai ma dose là-dessus et il vaut mieux pas se mettre avec les médicaments. Après, avoir une bonne thérapie ou que vous aurez des... comment ça s'appelle? Je me rappelle jamais des noms. J'ai des trous de mémoire. Les... comment ça s'appelle? Il y a les examens en fait de thérapie qui sont spécifiques pour chaque trouble, les traumas, les phobies, les peurs, les troubles, que ce soit affectifs, etc. Hein, il y en a énormément. Les attaques de panique et tout ça, c'est plus des thérapies qui sont très spécifiques. Et on arrive à s'en sortir, mais à une seule condition, la volonté. Si on n'a aucune volonté, on ne peut pas s'en sortir. Et parfois, c'est même très compliqué pour ceux qui ont des troubles associés, type la bipolarité, la schizophrénie, les troubles, on va dire, psychotiques et psychiatriques. Cela, c'est vraiment très compliqué, mais il faut savoir les analyser. Si on arrive à avoir une brèche pour les motiver, on va arriver à lui faire diminuer ses phobies, ses peurs, ses traumas, etc. Le premier organe qui est touché dans ce genre de problème, c'est le cerveau. Voilà. Donc si on arrive à le contourner, nous arrivons à faire guérir ce genre de trouble. Alors, la prochaine question. Est-ce que le phytose, le sédatif, PC marche ou non? Alors, le phytose, c'est un trouble. Les médicaments ne sont pas forcément le meilleur moyen pour s'en sortir. Déjà, c'est la volonté. Si avec le médicament qu'on a la volonté, on arrive à s'en sortir de ce genre de trouble. Par contre, si on prend le médicament et que derrière nous n'avons aucune volonté, ça ne fera aucun effet et même on va encore plus tomber malade. C'est tout un enchaînement. Je vous fais référence aussi en passant de mes anciens lives où je vous parlais de la pensée. Je pense que vous devriez regarder. Parce que c'est un étroit lien entre les troubles et la pensée. La pensée, si vous n'êtes pas volontaire, on va dire, pour vous en sortir, si vous n'êtes pas dans le positif, tous vos troubles vont s'accentuer, voire les traumatismes, les phobies, etc. Vous n'avez pas la volonté de vous en sortir, vous n'allez pas y arriver. Il faut avoir du cran et de se dire je vais m'en sortir pour pouvoir s'en sortir. Non, c'est toujours compliqué. Alors, comment se soigne-t-on d'une phobie? Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question. Donc, les phobies, comme je disais, c'était une peur qui est généralement inexpliquée. Ou, on va dire, une peur qui est très enfouie et qu'on ne connaît pas le pourquoi du comment. Je tiens à dire vraiment la connotation entre phobie et peur. Parce que généralement, on se dit oui, mais moi j'ai peur de l'orage. Oui, peur, c'est vraiment savoir pourquoi on a peur. Parce que c'est le bruit, c'est les éclairs, c'est avec la grêle qui machin. Bon. Là, on sait pertinemment que c'est une peur, c'est-à-dire que c'est fondé, on sait pourquoi. Non. Une phobie, il n'y a pas de cause apparente pourquoi on a cette phobie. C'est assez compliqué à expliquer. C'est, comme je disais, une peur inexpliquée. Alors, comment se soigner? Je suis pas une médecin, hein, je viens de le dire. Hein. Mais la première chose, c'est
d'affronter sa phobie. Si vous ne l'affrontez pas, vous n'allez pas arriver à vous en sortir. Il faut aller au front et faire petit à petit, bien sûr, hein, pas non plus d'un seul coup, mais vraiment l'affronter de face à face. Petit à petit, vous allez vous en sortir de la phobie. Bien sûr, il y a certaines phobies où que c'est vraiment très dur et très long à faire disparaître. Mais on s'en sort de ces phobies. C'est juste une question de volonté et aussi d'action. Plus vous êtes dans l'action, plus vous allez arriver à vous en sortir. Déjà. Après, il y a des thérapies, bien sûr, psychothérapie qui existent, mais c'est pareil, il faut avoir de la volonté. Existe-t-il la phobie d'une phobie? Oui. C'est comme avoir peur d'avoir peur. Bon, ça existe, hein. Il y a des personnes qui ont peur d'avoir une phobie, et le fait d'avoir peur d'une phobie, s'ils n'affrontent pas la peur, devient une phobie. Donc la phobie, une phobie, ça existe. Est-ce que tout le monde a des phobies? Alors, je suis pas madame tout le monde. Voilà, mais tout le monde peut avoir une phobie. Mais est-ce que tout le monde a des phobies? Je ne saurais répondre. C'est général. J'en sais rien. Je suis pas madame tout le monde. Mais tout le monde peut. M'énerve avec leur moto. Tout le monde peut faire face à des phobies, comme avoir peur, comme les traumas, etc. Tout le monde, un jour ou l'autre, peut être confronté à ça, bien sûr. Quelle est la différence entre trauma, la peur et la phobie? Alors déjà, j'ai répondu la moitié tout à l'heure. Donc le trauma, donc traumatisme, c'est en général ce qu'on a pu vaincre vraiment d'angoissant, de traumatisant, qui nous a vraiment marqué. Soit dans notre enfance, soit à la vie adulte, ou quand on est âgé, un événement précis, ou plusieurs événements précis, qui nous a vraiment marqué. Là, les traumatismes, comme j'ai dit tout à l'heure, notre cerveau nous l'occulte. Donc, on a des trous noirs dans notre cerveau où on n'a aucune idée de ce qui s'est passé et des traumatismes qui nous déclenchent la plupart du temps des peurs, des phobies, des troubles alimentaires, psycho-affectifs, de personnalité, etc., etc. Donc la peur, donc là c'est avoir peur, c'est avoir comment dire, c'est compliqué à expliquer. Donc avoir peur, c'est avoir des sentiments négatifs. Avoir peur, c'est ne pas affronter, par exemple quand il y a de l'orage dehors, on ne veut pas aller dehors, donc on se rétracte, on ne veut pas y aller. La phobie, donc c'est une peur inexpliquée. Voilà. Et comme c'est pas, on va forcément reconnaître qu'on a la phobie, mais on ne connaît pas la cause. C'est surtout ça. Alors, la prochaine question. Que cache la peur de l'abandon? Alors, la peur d'être abandonné, c'est en général des personnes qui n'ont jamais vécu seules. Ou qui ont vécu trop longtemps seuls, quand ils se retrouvent avec quelqu'un ou avec des gens, peu importe, hein, voilà, ils ont peur d'être abandonnés. Et on peut faire face aussi, j'appelle ça des troubles. Hein. C'est, de toute façon, un jour ou l'autre, on se retrouve seul, hein, quoi qu'on fasse. Hein. On meurt tous, on passe une vie, des fois, on n'a plus de copains, on n'a plus de mari, ou les enfants sont partis, etc., etc. À un moment donné, on se retrouver seul, et il faudra bien faire face.
La peur de l'abandon, c'est très souvent des gens, soit ils ont, ça en fait c'est toujours les côtés extrêmes, soit ils ont été tout le temps avec quelqu'un, donc la famille et tout ça, soit ils ont vécu trop longtemps seuls et quand ils se retrouvent avec quelqu'un c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que une phobie d'impulsion? Alors, phobie d'impulsion, en fait c'est une peur inexpliquée de s'énerver, d'aller trop loin dans l'énervement. C'est compliqué ça. Et ce genre de phobie part à la base, très souvent, de personnes qui sont excessives, on va dire, dans l'énervement de base, et elles ont eu de certains événements qui ont été tragiques. Ça peut être, ça a fait de la prison, arriver en hôpital psychiatrique, etc., etc. Et que à la fin, au lieu d'affronter leurs propres pulsions, ils ont commencé à avoir peur de ces pulsions et qui finissent, parce qu'ils n'assument pas leur peur ni leur pulsion, ils finissent en avoir une peur inexpliquée. Ça se transforme en trouble, en phobie. C'est très souvent le cas, en tout cas. Est-ce que l'angoisse peut tuer? Non, pardon. Non, parce que l'angoisse, c'est vrai qu'on a l'impression que la gorge se rétrécit, que les poumons, on a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer, le cœur qui bat fort, tout ça. C'est juste une sensation. Vous n'allez pas mourir. J'ai souvent la peur de la vieillesse. Je sais pas pourquoi, malheureusement. Alors là, je parle en général. C'est vrai que beaucoup de personnes ont peur de vieillir. Oui, après, c'est humain d'avoir peur de vieillir, parce qu'on se dit que notre corps se décharne. J'avais ce mot en tête. Voilà. Il commence à vieillir au niveau de la peau, des rides, commence à avoir des problèmes de santé, un peu à se dépérir. Malheureusement, le corps humain n'est pas immortel. Et c'est cette angoisse-là qui fait que nous avons peur de vieillir. Mais moi, c'est pas le cas. J'assume totalement. Mais c'est très souvent qu'on a la peur de vieillir. Le tout, c'est d'assumer que il faut vieillir, hein, c'est comme ça, on n'est pas éternel. Voilà. Alors, la prochaine question. J'en étais où? Alors, quand est-ce que le corps ne supporte plus le stress? À partir du moment où on tombe malade. Quand le stress arrive au summum, quand on a un excès de stress, mais pour rien, voilà, par exemple, on va stresser parce qu'on va aller au magasin. C'est pas forcément pour un événement de type qui peut engendrer du stress, comme, je sais pas, passer un examen, passer la conduite, enfin, peu importe. Oui, là, c'est un stress, mais bon, c'est normal. Par contre, quand c'est du stress anormal parce qu'on pourra rien, si on a peur de sortir, quand ça vient d'une peur, soit qui est infondée parce que c'est des phobies, soit c'est par rapport parce qu'on va rencontrer telle ou telle personne, on a un stress énorme, voilà. En général, quand c'est en excès comme ça, le corps y répond. Et quand le corps y répond, nous tombons vraiment malades. On va avoir des maux de ventre, des maux de tête, voire plus, hein, bien sûr. Après, si le stress est trop énorme, là, on peut partir en dépression, du burn-out, des maladies qui vont se déclencher, certains cancers par exemple, on va tomber plus facilement malade
notre système immunitaire part en fumée. Voilà. Et là, le corps ne supporte pas le stress. Quand c'est en excès, et surtout quand c'est très souvent comme ça, le corps, il a plus envie, hein, il supporte plus. Quels sont les 3 grands symptômes du stress post-traumatique? Alors, le stress post-traumatique, c'est un stress qui est, on va dire, qui arrive après avoir subi un événement assez tragique. Voilà. Je vais prendre des exemples. Prenez Madame X, par exemple, ou Monsieur, comme vous voulez, peu importe, qui a subi des viols. Donc, ces viols-là vont lui foudroyer, on va dire, tout son être. Et peu de temps après, quand elle a réussi à faire tout le pataquès qu'il faut faire, donc la justice, porter plainte, les mettre en justice, bref, voilà. Quand elle a réussi à avoir gain de cause, on va dire dans les jours, semaines après, il n'y a rien d'alarmant. Par contre, après, ça commence à sortir, le corps, en fait, le cerveau surtout, commence à chauffer de l'intérieur. Bien sûr, c'est imagé, hein. Et ça va engendrer certains troubles. Donc, ça va être une peur infondée de sortir, de rencontrer des hommes, de se faire toucher, rien que de toucher. Après, ça dépend du trauma. Là, je parle vraiment d'un cas qui est extrême. Dans les viols, ça peut être les meurtres, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des traumatismes qui sont vraiment très lourds. Par contre, c'est vrai qu'il y a des traumatismes qui peuvent paraître moins lourds, mais que pour la personne, c'est très lourd aussi, bien sûr. Je ne jugerai jamais, hein, par contre. Hein. Et il est vrai que les traumas engendrent des très grands symptômes. Et c'est vrai que quand on a subi ce genre de violence, ou peu importe le trauma, il faut très vite se faire suivre. Sinon, les conséquences sont assez dramatiques au niveau trauma. C'est quoi la peur psychologique? Alors, la peur psychologique. La peur des psychologues? On va voir que c'est très possible. Alors, il y a plusieurs sortes dans les peurs psychologiques. Alors, il y a peur psychologique, je vais essayer d'analyser en fait la question. Pour moi, il y a deux grandes définitions de la peur psychologique. Nous avons les peurs psychologiques, en fait, d'être angoissé, la dépression, la déprime, d'avoir peur de ce genre de symptômes, de peur de retomber ou de peur de tomber dedans, tout simplement. Des fois, c'est parce qu'on a certains troubles de la personnalité. Par exemple, la schizophrénie, les troubles dissociatifs de la personnalité, il y en a énormément, des troubles psycho. Et là, ça engendre beaucoup de peur, ça va être des hallucinations, que ce soit auditives, visuelles, olfactives, gustatives, etc. Et ça engendre énormément de peur psychologique comme ça. Voilà. Donc, comment on traite... Hein? Des fois, j'arrive pas à lire. Comment traite-t-on la peur d'avoir peur? C'est plutôt des suivis psychologiques. Il faut, quand ça devient insupportable pour soi et qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul, il faut toujours se consulter. Et seuls les psychologues certifiés, je tiens à le dire, par l'État, qui arrivent à faire sortir ce genre de troubles, surtout les peurs. Mais
Comme je dis depuis le début, c'est d'abord la volonté. La volonté de s'en sortir fait que nous arrivons à nous en sortir. C'est comme pour tout, hein. Si on n'a pas la volonté, au lieu de s'en sortir, on va dégraisser, hein, c'est sûr et certain. Quels sont les symptômes d'une phobie? Alors ça varie d'une personne à l'autre, hein, bien sûr. En général, c'est quand on va à un certain lieu, ou que ça va être par exemple... Allez, je vais donner un exemple pour être plus concrète, parce que c'est pas évident à expliquer. Moi, je parle non pas en tant que psy, hein, bien sûr. Les phobies, en général, c'est par exemple qu'on appelle les arachnophobes, ou ceux qui ont une peur infondée des araignées. Voilà. Donc, ils vont voir une araignée et tout de suite, ils vont être crispés. Ils vont plus du tout bouger. En général, c'est une crispation. Ils vont pas arriver à bouger ou quoi que ce soit face à l'araignée. Deuxièmement, ça va être des angoisses. Ou ils vont fuir en courant. Tout dépend. Et après, ça va être des rêves répétés, genre des cauchemars, comme ça, où ils vont avoir du stress pendant plusieurs jours. Mais comme je le dis au début, c'est que le problème, les symptômes varient d'une personne à une autre. Je ne pourrais faire d'analyse. Tout dépend des gens. Comment arrêter de stresser? Alors, comment arrêter de stresser? Déjà, se focaliser que sur le positif. Par exemple, on stresse parce que notre mari ne rentre pas à la maison. C'est un exemple, hein, bateau. Hein. Au lieu de se dire, parce qu'en général quand on stresse, on va rabâcher énormément de choses dans sa tête. Par exemple, ça veut dire, ah mais s'il rentre pas, c'est parce qu'il a été me faire cocu, parce que s'il a rencontré une autre femme, parce que il a eu un accident de voiture. Alors, on va s'imaginer un tas de choses qui sont complètement infondées. On commence à être complètement parano, etc. Donc, au lieu de se focaliser sur ce genre de choses, plutôt se focaliser sur le positif en se disant, bon, il a peut-être eu du retard. Je vais lui envoyer un message, histoire de, et ça va me rassurer et je vais arrêter de stresser. Il faut toujours se focaliser sur le positif et pas sur le négatif. Déjà, c'est un bon point pour arrêter le stress. De deux, se dire, est-ce que c'est nécessaire que je stresse pour ça? En général, c'est des choses qui sont très compliquées pour... par exemple, un stress, quand c'est vraiment dans l'excès, mais vraiment un stress, mais qui est vraiment, comment dire, très nocif pour nous, parce que nous arrivons même plus à dormir, à manger, etc. Là, quand ça va bien dans l'excès, c'est très 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 mauvais. Le tout, c'est de pas être dans l'excès. Il faut être au juste milieu. On peut stresser, c'est tout à fait humain de toute façon, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Quand c'est dans l'excès, il faut se remettre en question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nécessaire, surtout, que je stresse? Déjà, est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ne pas stresser? Alors, des fois, on peut contrôler vis-à-vis du stress, par exemple, est-ce qu'elle va venir, enfin, des choses comme ça, est-ce que la personne que j'ai appelée va venir? Eh ben, on passe un coup de téléphone, on lui demande. Ça va nous arrêter de nous faire stresser. Quand on peut faire quelque chose, on le fait. Par contre, quand c'est hors de notre contrôle, il faut se relativiser et se mettre en arrière. Dire, je n'ai pas le contrôle, donc ça ne sert à rien de stresser. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, ça va arriver. Voilà. Alors, m'a posé une question. Alors, comment se remettre d'une trahison amoureuse sans
pour autant se venger de la personne qui t'a trahi. Car à chaque fois que l'image de la personne en question te vient à l'esprit, la seule chose dont tu as envie, c'est de te venger pour apaiser ton âme meurtrie due à cette trahison. Alors, je vais répondre. Alors, pour ne pas avoir cet esprit rancunier, parce que ça c'est de la rancune. Donc ça c'est un vilain défaut. Je l'ai été pendant des années rancunière, mais vraiment. Puis je me suis rendu compte qu'en étant rancunière, j'arrivais à avoir des événements dans ma vie qui ont été assez méchants. Et je me suis dit, ce n'est pas pour rien. Parce que il y a un proverbe que j'aime énormément et que je tiens toujours en tête pour éviter d'être rancunier, c'est la retourne. Le boomerang revient toujours à son expéditeur. Se venger ne sert strictement à rien parce que la vie va faire que la personne qui vous a trahi finisse un jour par être trahi, ou qu'il y a des événements qui vont faire que ils vont se remettre en question et peut-être changer. Il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Il faut se dire que de toute façon, nous sommes sur Terre, mais que pour un temps déterminé. Que après, on va mourir et qu'on va recommencer notre vie, mais qui ne va pas être la même et que la personne, on va la retrouver aussi, mais elle sera complètement différente. Nous sommes humains. Nous avons, en général, si on a été trahi, c'est que nous-mêmes, nous avons trahi quelqu'un. Pas forcément cette vie-là, mais dans une précédente vie. Tout acte a une conséquence. Donc, se dire, oui, elle m'a fait ça, je vais me venger. Non, jamais. Justement. Laissez faire la vie et la vie te rendra. Comment arrêter d'avoir peur du noir? En affrontant. Il faut affronter. Il ne faut pas se laisser envahir par la peur. Parce que plus on est envahi dans la peur, plus ça peut devenir une phobie. Il faut faire attention. Le cerveau est assez compliqué là-dessus. Il faut affronter cette peur. Se retrouver dans le noir complet peut faire enlever cette peur. Tout simplement. Alors, prochaine question. Comment arrêter d'avoir peur de la foule, des magasins et autres? Alors pareil, comment arrêter? Il faut faire face aussi. En général, quand c'est une peur, je parle pas de phobie là, de peur. C'est qu'on a souvent peur, soit du regard des autres. Ça, le peur de se faire juger. La peur de se faire moquer ou de se faire insulter, etc. Là, quand ça vient de là, c'est que déjà, on ne s'assume pas en tant que personne. Ah oui, non mais ça va très loin dans l'analyse. Là, quand ça part d'une peur, on peut dire ceci, puis on va aller là. Alors si on n'a pas peur de s'assumer, déjà, si on n'arrive pas à s'assumer, si on n'arrive pas à s'assumer, c'est-à-dire on a tel caractère, on a tel défaut, on a telle qualité, on s'habille de telle sorte, parce que il faut se le dire, dans notre société actuelle, le visu est très important, enfin, c'est ce qu'on dit. Si on est hors norme, là, comme moi, par exemple, vrai qu'on me reconnaît à des kilomètres, voilà, si je m'assume pas, je peux vous dire que c'est la catastrophe. Voilà. Donc je ne pourrais pas aller dans les magasins. Enfin, c'est mon cas, je peux pas aller dans les magasins, mais c'est une autre chose, ça n'a rien à voir avec la peur. Je le sais, je le reconnais.
si on n'arrive pas à nous regarder dans un miroir parce qu'on est habillé différemment, parce qu'on a des choses qui ne vont pas, par exemple notre visage, par rapport à notre corps, soit on est trop gros, soit on est trop maigre, soit on n'arrive pas, on a des couleurs différentes, on s'habille différemment, on a un caractère qui est spécial, une personnalité forte ou pas du tout. On aura forcément des troubles associés, ça veut dire avoir peur de se faire regarder, la peur de se faire insulter, etc. C'est tout un tout. Et puis cette peur-là finit par le trouble au-dessus, donc la peur d'aller dans les magasins, la peur de la foule, la peur des concerts, etc. Ça devient plus grand. Le problème, si vous ne faites pas face à ces peurs-là, vous allez passer à un cran dessus et qui va devenir des phobies. Et les phobies, c'est encore plus compliqué à s'en sortir. Alors, faites face à vos peurs pour ne pas arriver à des phobies. Les phobies, là, c'est plus d'ordre psychologique et il nous faut une thérapie vraiment spécifique pour s'en sortir. Bonjour Anne, j'espère que tu vas bien. Comment arrêter d'avoir peur des gens qui nous regardent? Alors ça, pour arrêter, déjà il faut s'assumer. Si on ne s'assume pas pleinement, on va avoir problème du regard des gens. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il faut s'assumer pleinement, enfin au moins un maximum pour éviter d'avoir ce genre de peur. Alors, prochaine question, comment arrêter d'avoir peur de revivre un deuil? Alors, je sais que ça concerne pas mal de personnes, surtout de mon entourage, de connaissances aussi, et des gens que je peux croiser quotidiennement, qui ont peur justement de revivre encore un deuil. Alors ça, c'est la non-acceptation de la mort. Et la non-acceptation de ne plus le revoir, de ne plus avoir contact avec cette personne. Vous savez, moi je vais être franche, comme pas possible, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Il faut ne pas vous dire que nous sommes immortels. Du jour au lendemain, nous pouvons passer à l'as. Il ne faut pas se dire « Ah, mais demain, ça se trouve, mon mari va mourir. » S'il meurt, il faudra faire face et passer à autre chose. C'est la vie, hein. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Et il faut, si un jour vous avez votre oncle, votre mère, votre père, votre fiancé, votre chien, votre ami qui va décéder, et vous ne pouvez pas contrôler ça, on ne contrôle pas la mort. Nous ne contrôlons jamais la mort. Et quand elle survient, la première chose à faire, c'est d'accepter. Et de se focaliser aussi que ça ne s'arrête pas là. Elle est morte, oui. Ne vous inquiétez pas, vous allez la revoir quand vous partirez au moment venu et au moment qui doit être. Voilà. Et vous allez la rejoindre et vous allez refaire encore une autre vie, et c'est ainsi. De toute façon, vous allez tout oublier. C'est la non-acceptation de vouloir perdre quelqu'un d'autre. Alors, la prochaine question était comment arrêter d'avoir de la culpabilité alors que ce n'est pas ma faute? Alors, se sentir coupable, par exemple, par rapport, parce que, en général, c'est bien parce qu'on a une qualité et on croit que c'est un défaut. Par exemple, quelqu'un qui est franc, cash, hein, va dire quelque chose qui peut peut-être paraître mauvais, mais qui ça nous tient au cœur de le dire, par exemple. On va croire que pour nous ça va être bon, mais la personne en face va le prendre vraiment méchant et on va se sentir coupable parce qu'on a dit ça. Il ne faut pas se sentir coupable.
Ah, pas du tout. Il faut accepter aussi. Il faut accepter qu'on a certaines qualités qui peuvent déranger, voilà. Et qu'il faut que... il ne faut pas être coupable. La peur, elle est vraiment infondée dans ce sens. Je dirais pas que c'est une phobie. Une peur, oui, mais il ne faut pas... il faut accepter... il faut accepter ce qu'on fait. C'est encore une chose, c'est de s'assumer. Ça part toujours de là, de s'assumer tel qu'on est. Et le reste suivra. Les peurs type le deuil, les gens qui nous regardent, la peur de la foule, la peur du noir, les peurs annexes vont disparaître. C'est déjà qu'on s'assume, les autres peurs n'existent plus. C'est le pilier. Comment arrêter d'avoir peur des araignées qui tombent sur nous? Il faut se focaliser que se dire une araignée est une bête. C'est un petit animal minuscule qui va rien faire. Ça, c'est la peur aussi annexe, qui va se dire oui, mais si elle me tombe dessus, elle va me piquer. Ça va faire comme dans une vidéo que j'ai vue, ça va pondre des œufs. J'ai déjà eu des personnes comme ça qui m'ont dit oui, j'ai peur de l'araignée parce qu'elle va rentrer dans moi, elle va pondre des œufs. Là, c'est littéralement de la déréalisation. Il faut pas non plus tomber dans l'excès et se dire oui, il y a ceci, puis venir une grosse peur qui est complètement infondée et surtout ridicule. Il faut accepter le fait que voilà, les araignées, elles sont pas si méchantes que ça. Elles sont la plupart du temps 10% venimeuses et le reste, ça, c'est rien d'effrayant ça. En fait, il faut se positiver sur la peur. Comme ça, la peur, petit à petit, va se diminuer, voire disparaître. La dernière question était quand on est malade ou on est constipé, c'est que notre âme a besoin de ça pour aller mieux. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Là, c'est plutôt quand on est constipé ou je ne sais quoi. Alors, quand on a des troubles en général gastriques, alors c'est pour deux causes. Soit ça va être le corps parce qu'il a besoin de se remettre. Par exemple, c'est est-ce qu'on mange mal, qu'on fait pas assez d'activité sportive, ou qu'on n'a pas on n'a pas d'effort suffisant. Oui, là c'est des troubles gastriques. Quand on est malade, en général, c'est soit c'est au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on était stressé, qu'on n'était pas bien, etc. Donc le corps finit par s'exprimer. Mais il y a aussi le côté aussi physique, où que le corps est obligé, des fois, n'est pas incassable, hein, on arrive à être malade parce qu'il y a des bactéries qui traînent, il y a des virus, etc. Forcément, on tombe malade. Ça, il faut pas tout mélanger. Il y a le côté quand même physiologique, et aussi le côté, on va dire, spirituel, et aussi le côté physique. Voilà. Donc, pour on va dire, résumer, on va dire, ce live, faites face à tous vos troubles. C'est vrai que je n'ai pas assez parlé de troubles. Il y a énormément de troubles. Et il y a des troubles qui sont assez méchants, comme les troubles alimentaires. Troubles alimentaires, ça va être l'anorexie, la boulimie, etc. Il y en a énormément aussi, et c'est des troubles comportementaux et qui sont assez aussi méchants, autant pour la santé physique et spirituelle aussi. Ça aussi, bon, là c'est plus d'ordre du médecin qui va plus vous aider à vous en sortir, faut se le dire. Après le reste,
Aussi les troubles dissociatifs de la personnalité, c'est pareil, c'est plus l'ordre psychiatrique. Dans les troubles de la personnalité aussi, donc il y a borderline, il y a schizophrénie, etc. Ça c'est pareil, c'est plus psychiatrique. Il y a le côté trauma, donc là les traumas c'est pareil, vaut mieux avoir un suivi à côté parce que surtout le prendre, savoir qu'on a eu un événement assez tragique, il faut absolument se faire suivre des jours qui viennent, ne pas traîner parce qu'après ça devient problématique. On a beaucoup de troubles anxiogènes, dépression, voire d'autres troubles qui apparaissent alors qui n'avaient pas leur lieu en fait et qui peuvent arriver aussi. Donc là aussi il y a les angoisses, les dépressions, ça c'est pareil. Ne restez jamais seul. Il faut en parler absolument. Il faut toujours parler de ce qui va, ce qui ne va pas, dire ce que vous pensez pour éviter aussi certains troubles. Hein. Faites face à vos peurs, faites face à vos traumas. Toujours pensez que si vous n'y arrivez pas seul, il y a des professionnels de santé pour ça. Ne l'oubliez jamais, vraiment. C'est vraiment un conseil avisé là que je vous donne. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pas parlé personnellement. Il faut bien des exemples. Donc, je vais parler aussi personnellement pour vous mettre vraiment dans le bain. Voilà. Bon, ça n'a pas été évident d'en parler, mais je vais en parler. Je suis concernée typiquement par ce genre de live. Donc, on a le trauma, j'en ai, phobie, j'en avais, qui sont dissipées. Les peurs, oui, quelques-unes, surtout 2. Et les tocs, oui, j'en ai aussi. Alors, un trauma, oui, il y en a violent. Et si je vous dis qu'il faut vraiment, dans les jours qui suivent, vraiment de se faire diagnostiquer, bien faire suivre par des thérapeutes, c'est vraiment le cas. Hein, parce que c'est au fil des années, si on ne s'est pas fait correctement suivre, ça arrive avec des troubles assez violents. Par dépression, fait des tentatives de suicide, etc. Voilà, il faut vraiment prendre tôt. Les phobies, j'étais claustrophobe. La claustrophobie s'est dissipée parce que j'ai réussi à faire face. Je me suis jamais fait suivre par contre. Et ça a fini par se dissiper. Après, je dis pas, j'ai une autre chose, mais je ne la mets pas dans la cause de la phobie. C'était agoraphobe. Donc, les grands espaces avec la foule. Voilà. Mais ce n'est pas une phobie, c'est plus d'ordre spirituel que de phobie. Les peurs, oui, le rage. Ouais, bon, ça c'est. Parce que je sais d'où ça vient, c'est pas. Voilà. Et la peur de ne pas me contrôler au niveau de l'énervement. Voilà. Les tocs, oui, j'en ai énormément. Les tics, pareil. Oui, les tocs, oui, quand on sort d'une dépression, des fois il y a des tocs qui apparaissent. Voilà, c'est pour ça que je vous mets vraiment en garde. Si jamais vous faites face à des traumatismes, à des phobies, à la dépression, etc., il faut absolument faire face au psychothérapeute, vraiment un psychologue. La thérapie, les thérapies psychanalystes, oui, il y en a, ouais. Il faut en faire. C'est vraiment très très important. Voilà. Je crois que j'ai tout. Ouais. J'ai répondu à toutes les questions du moins qui étaient écrites. Si vous avez d'autres questions entre temps, il ne faut pas hésiter.
je répondrai en toute franchise, comme d'habitude. Voilà. Bon, donc le live est terminé. J'espère que beaucoup de monde va pouvoir regarder ce live attentivement. N'oubliez pas quand même de regarder les anciens lives, parce que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'il y a toujours un lien entre tous mes lives. Regardez bien. Donc, je mettrai sur le groupe des définitions, etc. Par exemple, au traumatisme, etc. Ceux à qui on peut consulter, demander des consultations, etc. Voilà. Moi, je ne suis pas habilitée pour, je ne suis pas psychologue. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Je ferai un live la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel sujet, on verra bien. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien surtout.